C'est ça que j'ai aussi invité Caroline Rousseau, qui est chef de service à l'ICO de Nantes, pour qu'elle nous fasse partager un petit peu son expertise et sa vision des choses, du fait de ses retours de staff, de concertation avec les cliniciens. On a aussi l'avantage, la chance et un petit peu la malchance de pouvoir faire de la télémédecine nucléaire et donc du coup de voir aussi des comptes rendus des médecins de plein de services différents, de plein de centres différents, avec des orientations différentes, des façons de faire très, très variées. Et donc, ça nous permet un petit peu d'essayer d'identifier certains points qui paraissent essentiels pour que le compte-rendu soit qualitatif, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc, c'est plus une table ronde, enfin, entre guillemets, une discussion autour du sujet, avec quelques éléments dont on va essayer de parler, qu'on a mis sur le papier après de certaines discussions, qu'un topo à proprement parler. Et donc, on va essayer d'approfondir et d'arriver à des éléments qui paraissent indispensables pour un compte-rendu qui soit qualitatif. Ok. Donc après, Caroline, si tu veux, j'introduis un peu les diapos et on en discute au fur et à mesure. Si quelqu'un veut intervenir, il y a pas de souci. C'est plutôt une table ronde, un sujet un petit peu ouvert. On a une vision à nous, enfin moi, Caroline la sienne, par rapport à notre expérience. Et puis après, il peut y avoir d'autres visions. Il y a quelques spécificités aussi qui sont propres à certains centres anticancéreux avec des pratiques un petit peu plus avancées, même si c'est en train de se développer un petit peu partout. Des difficultés auxquelles on peut être confronté quand on est dans des services libéraux ou des petits centres par rapport à des gros centres organisés. Donc, on va essayer de faire un petit point là-dessus et par rapport à certains cas. Alors, les dossiers que j'ai mis dedans, les cas que j'ai mis dedans, bon, les images évidemment sont pas fictives, mais j'ai fait des comptes rendus fictifs, j'ai fait des choses assez fictives pour pointer personne du doigt, mais qui reflètent une certaine vision de ce à quoi on est confronté. Donc, voilà, déjà le compte rendu. Alors, pour finir l'introduction, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, notamment sur Rich, parce que c'est un petit peu la base de ce qu'on va produire pour les services et c'est la base de notre certification qualité ISO 9001 qu'on a pu obtenir. Et donc, c'est la chose qui va être la plus importante dans notre travail. Et donc, la première chose, c'est de répondre à une question. Ça, c'est ce que j'ai appris à Limoges, notamment avec le professeur Monteil. La base du compte-rendu, c'est un clinicien qui pose une question et il faut que le compte-rendu essaye de répondre à la question. Donc ça paraît une évidence, mais c'est pas toujours évident. Et donc, ça doit s'attacher à faire passer un message qui est très clair et qui doit tenir compte du contexte. Et donc pour ça, et c'est là que l'ICO est un très bel exemple, et on va en reparler avec Caroline, c'est que la base pour répondre à la question, c'est déjà de bien comprendre le dossier, l'histoire de la maladie, les interventions, les chirurgies, tout ce qui a pu se passer antérieurement. Et donc, il faut s'attacher, qu'on soit en présentiel ou en distanciel, à récupérer le maximum d'informations qui vont complètement modifier la prise en charge. Alors, je vais juste passer un tout petit peu. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Normalement, il y avait des images. Je suis désolé. Ce n'est pas le bon diaporama que j'ai partagé. C'était la version bêta. C'est bon, là, vous voyez les bonnes images ou pas? Vous voyez le topo, il faut que je le repartage. Je pense qu'il faut que tu le repartages. Ah, ok. Voilà. Là, c'est bon? Pas tout à fait. Pas tout à Il fait. n'est pas en plein écran. C'est pas possible. Okay. Pourquoi ça ne le partage pas? Pourtant, il y a marqué partager. Hop. Partager. Hop. Voilà. Ah non. Bon, c'est pas grave. Hein. Et là, on le voit ou pas? On voit la diapo, mais on voit les diapos oui. de côté. Tout ce qui est autour. Bon. Globalement, c'est un exemple que tu vas pouvoir commenter, Caroline, hein, mais
typiquement, bon, j'ai anonymisé, mais c'est l'exemple de compte rendu, de consultation qu'on a la chance d'avoir quand on travaille à l'ICO de Nantes. Avec, quand on va interpréter l'examen, on a toute l'histoire de la maladie, on a les éléments cliniques, on a les antécédents d'imagerie, la question posée. Et donc, on a quand même tous les éléments très importants pour faire le compte rendu, ce qu'on n'a pas toujours dans certains services et dans certains centres. Si tu veux dire un petit mot, Caroline, essayer de... Je pense que, parce que nous, quand on valide, enfin, tous les demandes de TEP sont validées manuellement par les médecins du service à tour de rôle. Donc, nous, on lit, mais dans la demande, si on voit ça va valider. On va mettre du FDG, on va mettre de l'injection de produits de contrastionné. Et puis, on ne va pas aller plus loin parce qu'on a autre chose à faire dans notre journée. On n'est pas de TEP, on est de validation. Il faut que ça aille vite quand même. Après, on s'arrête pour ceux qui sont plus compliqués. Mais pour la FDG, il n'y a pas de quoi y passer 2 heures. En revanche, après, quand on arrive à notre vacation de TEP, quand ça arrive à notre tour, donc parfois, il n'y a pas grand-chose comment ça s'appelle, dans le RIS, c'est-à-dire que ça s'est arrêté. S'il n'y a pas de demande particulière, les secrétaires, elles ne vont pas chercher midi à 14h, ça a été validé, pof, elles mettent le rendez-vous, et puis voilà, ça tombe le jour J à leur âge. Et si vous avez que la demande, parfois avec 3 mots, même des fois 0, à part la case sain, c'est coché et c'est tout, je vous défie de répondre à une question, je vous défie de savoir où vous vous trouvez, vous n'avez pas le malade sous la main non plus. Et donc, je pense, et actuellement, il y a encore des comptes rendus qui sont faits avec seulement les pauvres 3 mots, quand il y a les 3 mots, sur la demande, et il n'y a pas de consulte. Si vous ne demandez pas quand vous préparez, vous n'aurez pas. Nous, on a dressé les secrétaires pour nous. Moi, je n'interpréterai pas. Elles savent que si elles me donnent mon tas de TEP la veille ou l'avant-veille avec seulement 3 mots pour que je puisse situer mon patient, et je vais leur rapporter le truc et me dire, je suis désolée, si ça reste en l'état, on n'est pas en état de faire un compte-rendu qui ressemble à quelque chose. Donc, ça veut dire changer le rendez-vous, etc. Donc, bien évidemment, ça motive les troupes pour trouver mieux. Mais je sais que pour avoir regardé, parce qu'on m'a demandé de regarder des images, des machins, des trucs, et qu'effectivement, il n'y avait pas grand-chose dans le risque pour faire. Et personne n'a demandé quoi que ce soit. Et là, pour préparer la réunion, j'ai demandé si les gens qui interprétaient demandaient au secrétaire. Et, non, vous êtes plutôt sympa de leur point de vue pour préparer une vacation parce que vous ne demandez rien, quoi. Vous vous contentez de ce qu'il y a. Et comme vous n'avez pas la possibilité d'aller farfouiller dans le dossier du patient, vous faites avec ce que vous avez, ça ne dit pas grand-chose. Donc voilà, c'est déjà un premier message important à faire passer par rapport à l'activité de médecine nucléaire, où que soit le site, puisque on peut vraiment faire des comptes rendus qui passent à côté des questions et à côté des antécédents et ne pas faire avancer les choses, voire être délétère pour le patient. Et puis, c'est un examen qui coûte cher quand même. On nous parle de la Sécu qui n'est pas en pleine forme, etc. Si c'est cher, c'est remboursé, on ne va pas en faire tous les 5 minutes. On ne va pas emmener les cliniciens parce que vous savez qu'on n'est pas assez nombreux pour aller truster toutes les RCP de France. Donc, les oncos se retrouvent tout seuls, sans médecin nucléaire dans la pièce quand il faut une RCP. Ils prennent votre compte-rendu comme ils comprennent. Et puis, parfois, si vous aviez les retours, ce qu'on a des fois quand on fait de la recherche, quand on va farfouiller dans les dossiers des patients, et on est un peu étonné de la façon dont ils ont compris nos comptes rendus, quoi, et où ils ont emmené le patient. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression que la diapo que j'ai passée n'est pas passée sur le partage. Ou si vous voyez des MIP là ou pas? Non. Ok. C'est quand même catastrophique. Désolé pour la technique. Ah oui. Voilà.
Un autre point important dans la rédaction du compte-rendu, bon, ça c'est un examen que j'ai eu l'autre jour, c'est un comparatif. Mm. Avant, après traitement, bon, c'était juste pour illustrer que certains thèmes pouvaient être assez complexes à interpréter et insister sur le fait qu'il fallait pas forcément être trop exhaustif sur une description de TEP parce qu'on s'y perd, on comprend plus ce qui se passe. Le clinicien ne va pas lire les 40 lignes du compte rendu, là, si on veut comparer toutes les lésions. Et donc, il faut s'attacher à aller à l'essentiel pour chaque organe, voir s'il y a des lésions menaçantes, voir s'il y a plutôt une progression, plutôt une stabilité, plutôt une régression, de façon relativement claire et avec quelques lésions cibles et si possible les garder plutôt que s'attacher à décrire toutes les images. Euh, décidément, je ne vais pas arriver à faire avancer les diapos. Alors, je ne sais pas, Caroline, là, c'était un cancer du sein, hein, cette patiente. Mm. Ce patient. Et comment tu te serais intéressé à un dossier comme ça si tu avais un pré post-thérapeutique juste Ah bah là aussi, hein, c'est ça, c'est comme tu as dit. Hein, on n'a pas, de toute manière, on oublie toujours des foyers et tout ça dans la bagarre. Donc, on s'en fiche des SUV dans tous les sens et tout ça. On s'en fiche aussi quand on voit ce à quoi correspond la SUV à rien du tout, en fait. Hein. Ça dépend tellement de choses qui sont indépendantes du pauvre patient. Donc, ça ne sert à rien. Vous choisissez, comme tu as dit, des cibles. Vous y tenez par la suite. Et puis, ça suffit largement. Et puis, est-ce que tout le monde répond? Est-ce qu'il y en a qui disparaissent? Est-ce qu'il y en a que ça apparaît? Est-ce que c'est dissocié? Est-ce que ça va tout dans le même sens? Bon, voilà quoi. voilà, bon là c'est fictif hein, ce compte rendu, cette partie de compte rendu, c'est juste un étage diaphragmatique, mais c'est des choses qu'on est amené à retrouver avec des Oui. comparaisons dans les trois axes de 15 lésions de tous les étages, ce qui peut arriver sur un compte rendu comme ça et qui finalement est un peu contre-productif parce que on s'y perd, il y a des infos qui n'ont pas d'intérêt dans ce dossier du patient. Je sais pas, par les qualifications coronariennes, ça peut être intéressant dans du pré-thérapeutique, des choses comme ça, mais il faut essayer de cibler ce qui est intéressant pour le patient, ce qui peut changer Mm. sa prise en charge, et Mm. pas, euh, et pas faire des choses de ce style-là. Et donc, Bah, en suivi, c'est vraiment est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on en change quoi. exactement. Donc, Donc, et puis voilà. c'est pas lu, hein, ça, faut pas se leurrer. Hein. Ça vous prend de plomb et personne va lire un truc pareil. Hein. Regardez la conclusion et puis on va ronchonner. Hein. Ouais. Parce que c'est pas possible, quoi. Parce que ça, si c'est juste le sus diaphragmatique, si elle s'ouvre pareil, on est à 3 pages de compte rendu. Bah non, c'est pas possible, quoi. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un message important. Voilà, d'en mettre trop pour montrer qu'on voit des choses, c'est pas forcément utile. Donc voilà, les éléments pertinents, éventuellement les cibles menaçantes, et Oui, prévenir, les cibles biopsiables s'il y a besoin. Alors moi, on m'avait appris aussi que le compte rendu devait tenir sur une page, que ouais, sinon bah, on n'avait pas compris le dossier. Alors ça dépend de la taille de la ah, technique, peut-être mais 2, parce que ICOMA, les secrétaires nous font ça commencer au dépend. milieu, là. Donc, on n'a pas toute la page. Mais c'est vrai que au-delà d'un recto verso, on peut se poser la question. Bah, le problème, c'est que ça ne va pas être lu, quoi. C'est ça. Exactement. Vous perdez votre temps, quoi. Donc, c'est comme les comptes rendus d'hospice qui font 5 pages. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne les pages et on va à la conclusion. Bon, alors, résultat des courses, c'est quoi, quoi? Donc, ça ne sert à rien. Ça a passé un temps fou, c'est de l'investissement, etc. Et pour un résultat, rien. Et en plus, je ne suis pas sûre qu'avec toutes des lésions dans tous les coins, l'exhaustivité est respectée, même si on fait hyper attention, quoi. Ouais, t'as raison. Donc voilà, ça c'est un peu l'objectif. Après, bon, on peut être exhaustif entre guillemets ou précis sur certains détails. Alors là, c'est un peu provocateur parce que j'ai mis un exemple de lésion pancréatique où si on injecte le produit de contraste iodé, on peut éventuellement s'intéresser aux contacts vasculaires qui vont changer la prise en charge du patient, même si en théorie il y aura un scan radiologique. Mais ça peut être des informations qui apportent quelque chose pour le clinicien. Mais après, il faut essayer vraiment de répondre aux questions. C'est pareil, si vous avez des antériorités avec un scanner qui voit une lésion surrénalienne, même si elle ne fixe pas en TEP,
ou qu'elle est bénigne, c'est bien de le préciser parce que le clinicien, il aura été alerté sur ce sujet. Et là, on lui donne la réponse, que c'est pas une lésion maligne. Et ça lui permet d'adapter sa prise en charge plutôt que de devoir recontacter pour savoir ce qu'il fait de cette image. Donc, ça fait partie aussi de la compréhension du dossier et puis des éléments qui peuvent changer la prise en charge du patient. Donc après, ben, effectivement, ben, il faut respecter aussi les spécificités des sites. Donc ça, c'est assez important. Hein, ben, c'est quand on participe au STAP qu'on connaît les cliniciens, qu'on sait ce qu'ils attendent de nos examens. Et donc là, c'est vrai que bah, j'ai pris l'exemple des exemples, quelques exemples de lycéos que Caroline peut nous commenter, mais c'est des choix qui sont faits sur les sites, c'est des habitudes, c'est des éléments de comparaison et qu'il faut continuer à utiliser pour rester dans des choses qui sont comprises par les cliniciens. Donc, bon, le SUFPIC, par exemple, hein, il y a beaucoup de comptes du SUFPIC. Hein, je te laisse un petit peu parler de peut-être ces Oui, pratiques. nous, scientifiquement, il faudrait faire le SULPIC, mais bon, on a commencé au tout début de la TEP à faire la SUV. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font du SUL, mais bon, bref, nous, on fait du SULPIC. La néoplasie mammaire, ne vous emballez pas si, parce que on n'est pas dans le lymphome hein, avec l'intensification, la TEP qui est décisionnaire de dire il faut arrêter le traitement, il faut intensifier et on va guérir le patient. Le sein métastatique, jusqu'à 2025, aujourd'hui, on est toujours à 18 mois, 18-24 mois de survie, hein, une fois qu'on est métastatique. Donc, on ne va pas s'emballer dans les lignes. Ils n'en ont pas énormément. Donc, ils sont moyennement joyeux quand vous leur annoncez, juste sur la base du SUFPIC qui présente une petite augmentation, que ça progresse. Là, nous, on les a sur le dos en disant qu'est-ce qu'elle raconte, c'est là. Parce que non, et on s'est pris la même chose hein, quand les oncos ici se sont accaparés la TEP dans le sein. Et ben, tout frétillant qu'on était, ça y allait pour les progressions. Et sous la menace de ne plus faire de TEP, on a payé. Et, effectivement, quand il n'y a pas de ligne, que le patient va bien, qu'il se plaint de rien, ok, la SUV qui augmente, bon, ça annonce qu'on n'est pas sur la bonne pente, mais bon, tant que ça va, on ne change rien. Donc, ne vous emballez pas juste sur de la quantification qui présente une augmentation et tout ça. Ils ne changeront rien, vous les énervez. Après, ils viennent, ils nous téléphonent et on dit, bah oui, bah, c'est pas grave. Donc, voilà, quoi. Dans le sein, ce n'est pas le lymphome, on n'a pas des lignes et des lignes extraordinaires à proposer. Donc, quand il y a une ligne où la patiente va encore bien, que ce n'est pas la cata en scan, en machin, en truc, bah, ma foi, que la TEP commence à frémir, ils s'en foutent royal, quoi. Ils ne changeront pas le traitement de manière. Donc, vous les énervez juste, quoi. Et ce n'est pas bon d'énerver un onco, il devient chiant. Oui. Donc, les PSMA et foyers osseux, connaissez bien les différents traceurs. À l'ICO, on a la chance d'utiliser tout, quoi. Le radélumin pour la première récidive post-prostatec parce que la vessie est vide. Enfin, elle n'est pas vide, mais elle n'est pas noire. Donc, pour la loge, c'est facile. Mais à part ça, on ne l'utilise pas. Le Piclari, il aime l'os, même sein. Hein, donc, vous emballez pas. Quand vous avez 0,2 de PSA, n'allez pas raconter que si ça fixe l'os, ben, ça fixe l'os. Et puis, la probabilité, c'est quand même que ça soit rien du tout, quoi. Donc, voilà, quoi. Il ne faut pas… Et le Locamet le fait aussi, hein, s'emballe des fois sur les côtes, etc. Il y a un excellent article qui a repris ça avec une représentation un peu comme la sensibilité sensorielle de l'homme avec la langue, la bouche, tout ça. Donc, je ne sais plus, ça s'appelle d'une certaine façon le petit bonhomme là. Et avec les différents traceurs sur l'européenne. Et donc, ça, ayez ça dans votre poche et vous allez voir que suivant les PSMA qu'on utilise en radiopharmaceutique, ils ont une appétence et pas toujours à bon escient sur certains os et avec une fréquence différente, suivant, puisque c'est des PSMA différents, ils ont des affinités différentes.
Bah, c'était un exemple que j'ai affiché, qui était un cas réel qu'on a vu à l'ICO, que d'ailleurs on a repris secondairement, parce que c'était un patient en fait qui avait eu un Pylclari pour une récidive prostatique avec un taux de PSA très bas, un temps de doublement qui n'était pas élevé, et sur l'examen on retrouvait une récidive locale qui expliquait à elle seule toutes les anomalies, et un foyer de condensation un peu hypermétabolique. Et donc c'est vrai que la réflexion, c'était entre les faux positifs du Pylclari, la perte de chance de ne pas faire de radiothérapie localisée pour le patient. Clairement, il fallait pas tenir compte de cette image, et traiter la récidive locale. Si je dis pas de bêtises, hein, Caroline. Oui, mais là, particulièrement, il est intéressant de récupérer le PSA initial du patient. Est-ce que c'est un sécréteur? Parce que si vous avez un un ISUP5, des fois, ce n'est pas des grands sécréteurs parce qu'ils sont graves. Et si un ISUP5, déjà, au niveau de l'anapathe, à la biopsie, c'était genre bilatéral, tout positif, etc. Un petit PSA de rien du tout, des fois même pas anormal, hein, des fois inférieur à 4 pour une prostate en place. On sait que du coup, au Rising PSA, on sait qu'on ne peut pas trop s'y fier. Donc voilà, si vous ne demandez rien, la boule de cristal, ça ne va pas marcher. Et voilà, vous avez besoin de savoir. Voilà, alors pour, je pense, les PSMA, vu comment je suis casse-pied, parce que je demande en amont pour valider si moi, je ne peux pas choisir le radiopharmaceutique. J'ai besoin de savoir s'il a une prostatectomie pour savoir s'il y a des humains par humain. J'ai besoin de savoir le PSA et tout ça. Donc, en revanche, par rapport au FDG, c'est beaucoup plus riche ce que vous avez, mais lisez, regardez, préparez, regardez. Voilà, est-ce que c'est un patient qui pourrait, où je pourrais passer à côté parce que, ok, il a un petit PSA, mais il n'a jamais fabriqué beaucoup de PSA, donc même à la récidive, ça ne va pas être un gros secrétaire. Donc là, oui, se méfier d'un os. Maintenant, s'il avait un PSA genre à 17 ou 20, il s'est sécrété à la récidive. S'il a 0,2, il n'a pas d'os. Donc, mais pour les prostates, normalement, à Gaudichaud, il y a beaucoup de renseignements sur les prostates. Beaucoup. Donc ça montre un peu les pathologies un peu spécifiques et la connaissance qu'on doit en avoir. Un autre exemple aussi sur la connaissance du dossier. Alors sur les seins, on en a parlé sur les progressions, donc il faut qu'elles soient quand même assez manifestes parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes. C'est important aussi de maîtriser les sites opératoires, les dates de chirurgie pour pas vendre des ganglions ou des anomalies, des infiltrations cutanées sur de la radiothérapie à tort et à travers. Donc ça, c'est des infos qu'on peut récupérer normalement assez facilement, quel que soit le site, et qu'il faut absolument récupérer. Oui, les secrétaires sont là hein, pour ça. Hein. De même, c'est pareil. Alors ça, c'est des choses assez basiques, hein, mais auxquelles on doit s'attacher de répondre. Et notamment, quand on a le patient sous la main ou même en distanciel, hein, s'il y a des questions à poser, il y a des gens qui peuvent poser des questions. Si on a des doutes sur des fixations gynécologiques, alors là, c'était assez évident sur ce dossier-là où c'était endomètre et ovaire. Mais il ne faut pas s'interdire de faire poser la question ou de poser la question directement au manip, au secrétaire, pas au manip, pour avoir l'info et pour pouvoir faire un compte rendu qui soit fiable et pas des points d'interrogation ou des suppositions alors qu'on avait la réponse sous la main. Surtout que en général, ça se termine en conclusion à confronter au cycle de la patiente. Et vous doutez bien que l'oncologue, il n'en sait rien. Quand est-ce que ça fixe, quand est-ce que ça fixe pas. La dernière règle, il va voir ça en consulte. Non, mais ça reste comme ça, quoi. Et des fois, ça génère une écho en plus pour savoir de quoi de caisse, quoi. Donc encore des sous dépensés alors qu'il n'y a pas besoin. Alors que le manip peut très bien, moi je leur dis, vous pouvez aller me demander, parce que en fait, sur notre feuille, moi j'exige normalement s'ils ont une contraception ou pas, et puis mes dates des dernières règles aussi, hein, parce que je dis, ça n'a rien à voir, l'un n'a rien à voir à l'autre. Les contraceptions, c'est pour savoir s'il y a un risque d'être enceinte ou pas, mais en cancéro, tout ça, ça se module beaucoup. Et puis la date des dernières règles, c'est pour savoir où on en est dans le cycle, et puis pour savoir qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut justifier comme fixation
fixation gynécologique, on valide ou c'est non, ça ne devrait pas exister, etc. Ce qui permet, c'est à vous, c'est votre boulot, c'est pas le pauvre onco qui va aller faire de la spéléo, alors c'était tel jour la TEP, vous en étiez où de votre cycle? Non, mais même pas en rêve, quoi, il va pas faire. Donc ça reste comme ça, quoi. Et donc les plus anxieux font une écho pour savoir, alors que la plupart du temps, il n'y a pas besoin, quoi. Mais c'est notre boulot de faire. Et puis c'est du stress pour le patient aussi, avec la patiente qui va... Oui, faire un écho, qui va attendre, qu'est-ce qu'ils vont me trouver encore Donc voilà, des choses qui paraissent évidentes, mais qu'il ne faut pas hésiter à faire, et même si ça paraît plus compliqué en distanciel, ça ne l'est pas en fait. Un autre point important, mais ça revient aussi sur la compréhension du dossier et puis les courriers, hein, d'avoir les éléments de baseline pour comparaison, quelles étaient les cibles initiales, quand est-ce que le traitement a démarré, parce que c'est vrai qu'en oncologie, on peut avoir un TEP qui est fait et puis un traitement qui démarre un mois et demi après. Et donc, quand on fait le TEP intermédiaire ou le TEP de suivi, on croit qu'il a progressé, sauf que en fait, il répond par rapport au démarrage de la chimiothérapie. Donc ça, c'est des éléments qui sont assez importants à essayer d'obtenir du mieux qu'on peut. Ouais, cette semaine, j'ai eu un patient, c'est la précédente TEP, il progressait, mais quand on prenait le baseline, c'était un sein, tout allait bien encore, quoi. Donc, il ne fallait pas s'emballer, l'onco n'allait pas vouloir changer le traitement, quoi. Ouais. Parce qu'il y avait encore du bénéfice à bénéficier de ce traitement. On était quand même, par rapport au baseline, nettement en dessous en nombre de lésions, en nombre en SUVPIC, etc. Donc, effectivement, tout est relatif. Mais bon, j'ai dit quand même qu'on était sur une porte pas la meilleure. Il faudra envisager la suite. Et donc, par rapport à ça, bon, on ne peut pas lister, j'ai listé quelques pièces classiques, mais surtout un, parce on y a été confronté, mais enfin deux, même trois, on y a été confronté aux trois, hein, dans l'historique. Le classique, c'est la granulomatose, alors principalement dans les lymphomes. Alors ça, typiquement, c'est un patient qui venait pour un lymphome parotidien qui était traité avec des ganglions médiastinaux et qui n'avait rien à voir avec l'histoire et avec l'historique et qui ne correspondait qu'à de la granulomatose et qui persistait malgré le traitement du lymphome parotidien et donc qui n'avait pas lieu d'être inquiétant. Et à l'inverse, on peut avoir, alors là c'est quand c'est plus classique, hein, c'est granulomatose médiastinale, sur des patients qui récidivent des lymphomes ou qui sont en surveillance de lymphome, c'est hyper important de retourner sur le TEP initial pour savoir si c'était une lésion cible initiale qui repart ou si c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Et quand c'est en cancérologie, on en voit énormément de granulomatose, notamment médiastinale, qui peut être assez piégeante. Surtout avec l'immuno. Ouais. Donc après, bon, quand c'est des distributions comme ça, c'est assez facile à identifier, mais c'est pas toujours le cas. Et donc, quand on a la base, c'est le mieux, quoi. Après, il y a la pseudoprogression. Bon, juste, j'ai pas mis d'exemple, hein, mais ça, c'est le classique de savoir quand l'immunothérapie a été introduite. Parce que si on fait un contrôle juste après, la première progression est potentiellement une pseudoprogression. Donc, il faut surtout l'avoir en tête et pas se tromper dans l'interprétation et la réponse au clinicien. Oui, parce que si vous vous emballez et qu'on change le traitement et qu'alors que c'est un traitement qui fonctionne, vous avez une responsabilité. Hein. Si après, on se rend compte que on a changé un traitement et tout ça, on ira vous chercher des poux. Hein. Vous engagez votre responsabilité au travers de votre compte-rendu. Ce n'est pas seulement de l'imagerie, ça s'insère, je vous dis, ce d'autant qu'on n'est pas tous, on ne truste pas toutes les RCP. Les oncos ne nous appellent pas forcément à chaque fois qu'il y a un truc qui les chiffonne. Donc, vous ne savez pas ce qu'ils font de votre compte-rendu. Et c'est ça, et il y a un malade derrière. Donc, voilà, quoi. Faut faire attention, hein, parce que il y a des implications si on clame que c'est une progression, l'oncologue qui reçoit ça
s'il y a un médecin nucléaire peut dire oula attends je vais relire, je vais voir, on va peut-être pas s'emballer. C'était quand? Ah oui, ça fait pas longtemps que tu as commencé. Bon, on va peut-être pas s'emballer et puis on va relire et puis je te dis quoi. S'il y a personne, bah, il considère la conclusion et puis voilà quoi. Ouais, donc c'est hyper important. C'est vrai que alors moi j'ai été confronté très tôt quand je passais en oncologie sur mon premier stage où il y avait une scintigraphie osseuse patiente qui venait pour renouveler sa chimiothérapie. Et donc il montrait la scintille qui avait plein de foyers hyperfixants. C'était la conclusion, c'était foyers hyperfixants. Et en fait c'était que d'arthrose. C'était des foyers typiques d'arthrose. Mais comme il y avait marqué foyer hyperfixant, Ah bah oui, l'oncologue considérait que c'était de la métastase. Et ah donc bah la oui. patiente était sous chimiothérapie pour traitement de ces foyers. Donc Ouais, la conclusion doit être comprise par quelqu'un qui n'est pas médecin. C'est du français qu'il faut faire. C'est en français qu'il faut faire. On jargonne tout ce que vous voulez dans les résultats, avec notre vocabulaire, les hypermétabolismes, les hyperfixations aussi avec le FDG, bon, qui n'en sont pas, mais bon, mettons. Mais la conclusion, le concierge de votre bâtiment, si vous habitez un appartement, doit comprendre. S'il ne comprend pas, eh ben, c'est dangereux. Moi aussi, j'ai eu une patiente avec 5 lésions qui avaient été mises. De l'arthrose, ça ne se met pas dans la conclusion vous le décrivez dans le résultat, mais ça n'a rien à faire dans une conclusion d'un cancer du sein ou un autre cancer. Hein. On s'en fout quoi, de l'arthrose. De toute manière, on n'y peut pas grand-chose. Hein. C'est comme ça, et puis c'est tout. Donc, ça n'a rien à faire en conclusion. En conclusion, c'est ce qui intéresse. Après, si vous trouvez un nodule thyroïdien, vous sautez de ligne et vous dire, par ailleurs, on note nanana qui mériterait à être confronté à une échothyroïdienne, par exemple, s'il fixe énormément, s'il est gros, voilà, quoi, vous pouvez en parler. Mais de l'arthrose, laissez tomber. Parce que quand la RCP n'a pas de médecin nucléaire pour redresser l'affaire, eh ben, moi, j'ai eu 5 biopsies. Pourtant, c'était une malade intra-ICO au tout début, quand les oncos se sont accaparés la tête. C'était en gynéco, c'était pas en. Et il avait été décrit, mis dans la conclusion, 5 foyers osseux. Et puis voilà, encore de nouveau 5 hyperfixations et tout ça. Ben, sans dire l'hyperfixation, c'est mauvais ou c'est bon? Voilà, mais ça dépend où ça peut. S'il y a une hyperfixation cardiaque, c'est pas mauvais hein, forcément. Donc bon, voilà quoi, ça veut rien dire. C'est typiquement un truc en conclusion, ça veut rien dire. Il y a une anomalie, il y en a pas, c'est douteux, vous savez pas, c'est suspect et puis voilà quoi. On doit comprendre du français, comme l'IRM par exemple, les hypersignaux en conclusion. Bon, et alors, c'est mauvais ou c'est bon? Ben, au prix où c'est, ça mérite pas quand même de décrocher encore son téléphone pour savoir, alors, finalement, c'est pato ou pas pato? Non, mais c'est dingue quand même, merde. Donc, bah voilà, vous avez obligation parce que vous lâchez un compte rendu, vous savez pas qui c'est qui lit, qu'est-ce qu'il va faire derrière. Moi, ma patiente en gynéco, elle avait eu 5 biopsies osseuses. Ben, voilà, si c'était nous à sa place, on aurait tout ça pour dire, ben finalement, c'est de l'art. Oh, je veux dire, t'as biopsié tout ça? Bah oui, c'était dans la conclusion. Oh, puis il fallait demander, quoi. C'était de l'arthrose, quoi. Ah, mais dis, c'est tout négatif. Ah, bah oui. Non, mais c'est pas drôle, hein. Pour le ouais, malade, non, c'est pas drôle, quoi. malheureusement, ça se reproduit. Et puis après, Donc, c'est en vrai que conclusion, en cancéro, on part, voilà. Ou alors, vous détachez ça en disant, s'il y a vraiment, on va pas taire l'embolie pulmonaire, on va pas taire des trucs comme ça, mais voilà, il y a le truc de cancéro en conclusion en français. Je vous dis, il faut que quelqu'un qui n'est pas dans le métier comprenne, oula, il a dit suspect, c'est pas bon suspect, quoi. Tout le monde sait ce que ça veut dire suspect, quoi. Et pas hyperfixation et puis démerde-toi, quoi. Non. donc, ça, c'est important. Après, c'est pareil, on avait fait la remarque hein, un PU de dire, mais je comprends pas, il y a un examen comparatif de cancéro, et à la fin, je sais pas si ça progresse, si c'est stable ou si ça répond. Il y a une description sans aucune conclusion informative. Hein. Et donc après, ben, le clinicien, quand même, c'est quand même la base de la cancérologie, hein, d'essayer de l'orienter sur la stratégie thérapeutique.
Oui, vous avez le droit de dire qu'il y a une réponse dissociée. Il y en a qui, parce que des fois dans les conclusions, c'est, alors il y en a qui augmentent, il y en a qui diminuent, il y en a qui apparaissent, et puis voilà, démarre-toi. Vous savez vous devez savoir comment on dit, voilà, ok, par exemple, s'il apparaît 2 lésions et que les autres répondent, c'est une progression. Hein, il faut que vous tranchiez. C'est à vous de mouiller votre chemise. Vous êtes payé pour ça, vous avez fait des études pour prendre la responsabilité. Il faut aller au bout. Hein. Vous avez prêté serment de rendre service, etc. Il faut aller au bout de votre métier. Hein. C'est pas seulement d'être descriptif et puis l'autre, il trie, il fait ce qu'il peut, quoi. Non, c'est pas son job. Lui, il doit savoir qu'est-ce qui. Voilà, c'est un pivot. Ou alors, faut retourner à la scintille osseuse où on ne servait pas à grand-chose. Et puis voilà. Mais là, c'est bien que la TEP soit importante, devienne un pivot dans la décision, dans les arbres décisionnels, etc. Mais ça implique aussi de notre part des prises de position claires et pas dire n'importe quoi, n'importe comment, mais vous avez à prendre des responsabilités et à dire dans quel sens ça évolue et tout ça, et aller au bout de son truc, et pas laisser un méli-mélo et de se dire l'autre il va démêler tout ça, quoi. La conclusion ne doit pas être la répétition du résultat. Si on a envie de lire les résultats, on va les lire. La conclusion, on veut savoir, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, typiquement une fausse conclusion que j'ai mis là, mais où ça décrit pas mal de choses et on comprend pas bien où on veut en venir. Donc du coup, voilà, il faut quand même réussir à conclure. Alors j'ai mis quelques éléments importants, mais voilà, si c'est un bilan diagnostique, voilà, est-ce que c'est suspect, est-ce que c'est rassurant, est-ce qu'on recontrôle simplement, est-ce qu'on biopsie? Si c'est de la cancérologie, le TNM, hein, la tumeur, les ganglions, les métastases. Et puis c'est du post-thérapeutique, voilà, progression, stabilité, réponse, ça peut être dissocié aussi, mais une réponse claire pour que le clinicien puisse derrière s'en servir. Clair. Et si vous dites ça, c'est pas important, ça reste dans les résultats et ça n'apparaît pas à la conclusion, parce que la conclusion, il va dire finalement c'est important quand même, quoi. Comme il vous a pas sous la main pour aller discuter, après il se fait son opinion à lui tout seul, quoi. Tout à fait. Donc voilà, c'était un peu on a fait un petit tour de certains points. Alors c'est pas exhaustif, c'est pas des vérités, même s'il y a des éléments qui sont indispensables dans ce qui a été dit pour les cliniciens et puis pour les patients. Donc voilà, si on reprend le triptyque, globalement, c'est de bien comprendre le dossier, d'avoir le maximum d'informations possible. Donc ça, normalement, la plupart des centres maintenant, c'est assez facile si on s'en donne les moyens. Le compte rendu, voilà, clair et précis, s'intéresser à répondre à la question et puis à orienter le clinicien sur les choses qui sont pertinentes et pas le perdre dans 10 000 informations qui vont pas l'intéresser. Et après, évidemment, on peut être confronté, on n'a pas parlé, hein, à gérer, gérer les problématiques urgentes, les lises menaçantes du rachis, les embolies pulmonaires qu'on peut avoir fréquemment, les engagements ou les lésions cérébrales, parce qu'on en découvre de plus en plus maintenant qu'on fait des TEP quasiment encore entiers tout le temps, les lésions cérébrales, et puis pour qu'elles soient prises en charge le plus rapidement possible. Donc en distanciel, après, ce qui est important aussi, c'est parce que, du moins chez nous, hein, le patient patiente le temps qu'on ouvre ces images et qu'on regarde grosso modo. Après, on peut ne pas tout voir, hein, mais on regarde le rachis, on regarde son médiastin, voilà, on cherche des lésions qui pourraient être péjoratives pour lui maintenant qu'on a fait l'examen. Et donc, des fois, il y a un hiatus entre le moment, vous libérez, il est arrivé plusieurs fois que le malade a été libéré, et puis sans ouvrir forcément, juste voir que la ligne d'examen est arrivée sous le nom du patient, et pas ouvrir les images et dire au manip, oui, il peut y aller. Sauf qu'après, à 18h, quand vous commencez à mettre le nez dedans, ça ne va plus du tout. Sauf que nous, le malade, on l'a plus sous la main, que c'est tout un bits pour lui mettre la main dessus. Si c'est un recul du mur postérieur, moi j'en ai eu une comme ça, elle était allée au CHU parce qu'elle était cadre
au CHU, elle était retournée en vélo, etc., alors qu'elle avait recul du postérieur. Je me suis fait engueuler par les matos en disant, bah, Léon, vous êtes un peu rude pour les patients. Bah ouais, on n'est pas rude, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et bon, bah, c'est bon, quoi. On va pas, voilà. Si on vous demande de regarder, c'est pas pour vous emmerder, hein. C'est parce que tant qu'on a le malade sous la main, c'est beaucoup plus simple, hein, pour le faire gérer les épidurites, les machins, les trucs. On a un circuit à l'ICO qui, hop, ils descendent en consultation de radiothérapie. Il y a quelqu'un qui est d'astreinte tous les jours pour gérer ces trucs-là, pour voir avec les images, le chirurgien, le radiothérapeute, etc. Et le malade, dans la même journée, repart soit avec un rendez-vous de radiothérapie, soit le chirurgien dit c'est pas opérable, donc radiothérapie, soit il dit j'en ai eu qui ont été opérés, voilà, des gens qui avaient été rattrapés par les cheveux, qui ont été opérés le samedi. Je vous dis pas comment le neurochir, même le samedi, m'a envoyé un SMS en disant tu vois, on aurait pu faire mieux et l'opérer le vendredi au lieu de faire sur la garde du samedi. C'était pas moi, hein, mais bon, je vous couvre. Mais ça me gonfle, quoi, un peu, hein. Et si on vous demande est-ce qu'on peut libérer le patient, c'est pas juste pour voir une ligne arriver sous son nom. Non, c'est pour ouvrir au minimum. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas sur place, c'est peut-être pas le moment de faire, vous faites peut-être autre chose ou je ne sais quoi. Mais bon, de facto, nous, on a des malades sur les bras. C'est des patients, mais là, ils ne sont pas en distanciel, ils sont bien réels. Et bah oui, voilà, après, quand ils ont des trucs et que ça implique un machin compliqué derrière, si on a eu du retard à l'allumage et qu'après, on fait un cirque du diable sur le week-end en face, bah, qu'ils ne soient pas contents, je comprends, quoi. Parce que ça peut se gérer autrement sans déplacer tout le bazar, que c'est plus compliqué un week-end qu'en semaine, quoi. Et donc, bah voilà, ça, on a été confrontés plusieurs fois. J'ai assumé, mais ça me fatigue. Ça me fatigue parce que moi, j'assume mes erreurs. Bah après, j'en cause à l'autre, mais c'est quand même pas vous qui vous. C'est désagréable, hein, d'avoir des réflexions et tout ça. Surtout que je suis entièrement d'accord avec mes collègues et que effectivement, je trouve aussi que c'est pas normal. Mais bon, voilà. Et sinon, je voudrais aborder un truc qu'on a eu récemment, et puis finalement, j'ai appris avec mes collègues que ce n'était pas la première fois, mais moi, ça m'est venu récemment à l'oreille, c'est les femmes jeunes et les cancers du sein. Donc là, les règles, le premier cycle, le deuxième cycle, on est en onco. Donc, ils vont avoir de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Si une patiente même jeune, cancer du sein avéré avec anapathe et tout le bazar, de toute manière, on ne fait pas de TEP sans anapathe, enfin du moins chez nous. Donc, FDG demandé comme bilan d'extension avant CHIR, alors que ce soit du côté Saint-Y pour un ganglion sentinelle ou pour le côté TEP, bilan d'extension, etc. Demander un bêta-CG quand on est en plein, OK, 4 jours après... 4 jours après le début du deuxième partie de cycle, je sais vous donner le résultat de votre bêta-HCG sanguin. Il est négatif. Pour les plus sensibles, c'est le premier jour des règles, voire c'est le jour des règles qui devrait tomber ou le premier jour de retard de règles. Voilà, la positivité d'un bêta-HCG sanguin. Donc, on a eu un refus. Du coup, c'est nous qui avons pris la main sur un ganglion sentinelle. Donc, un début de cancer du sein avec un apathe. La patiente se pointe le matin, elle dit que bon, elle n'a pas de rapport, elle n'a pas de rapport, enfin les rapports sont non protégés, elle n'a pas de contraception, ok, elle est en début de cancer du sein. On est 4 jours après le 14e jour du cycle. On a appris à Saclay que dans ce laps de temps, c'est la loi du tout ou rien. Donc, soit la grossesse perdure, mais elle ne va pas aller bien loin pour une patiente qui est opérée l'après-midi même. Bon, ça ne va pas hypothéquer sa grossesse, mais qui va avoir de la chimiothérapie derrière, de la radiothérapie axillaire et de l'hormonothérapie derrière. Donc,
il y a pas, on ne se pose pas la question. C'est pas la scintille au DMSA ou MAC3, c'est pas l'algodystrophie, c'est pas tout ça. Ou eh ben oui, les patientes, si elles savent pas trop, il y a rien d'urgent. Eh ben on leur dit, le premier jour des règles, vous nous appelez, on vous fixe un rendez-vous dardard. Et ok, en cancéro, là, on a dû prendre la main en disant. Non, elle va avoir son sentinelle, elle est au PS, et puis c'est pas le problème. De toute manière, on est dans la frange du tout ou rien. On a appris à Saclay, vous été diplômé, vous avez eu votre examen, vous devez le savoir, c'est le moment de sortir la science, du loi du tout ou rien, et de toute manière, vu ce qu'elle va s'enfiler derrière, c'est pas le problème. Hein. Et puis, on est quand même très en dessous des seuils pour avoir fait quelques dosimétries chez des femmes enceintes qui ont eu de tels gynéco. On est quand même très, très en dessous des seuils de risque pour les. Oui. Indépendamment de ça. Oui. Et donc, il n'y a pas à refuser de faire. Parce que ça veut dire que si pas ganglion sentinelle, ça veut dire que l'après-midi, pas de chirurgie, parce qu'on ne va pas switcher à une détection de sentinelle contre un curage. Ça, c'est une sacrée perte de chance et une grosse chance d'avoir un lymphœdème du membre sup. Donc, ce n'est pas possible. Donc, vous retardez la prise en charge de la patiente. Donc, non, là, vous faites on vous demande, la patiente, parce que maintenant, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que j'arrive jamais à me souvenir, il existe une commission depuis pas longtemps, depuis 2 ans peut-être, une commission où, sans aller au tribunal, les patients peuvent couiner pour récupérer des sous. Il faut savoir que ça fait 2 ans que depuis, par rapport à 2023, le nombre de plaintes sur cette commission, toutes spécialités confondues, entre 23 et 24, il y a eu plus 17% de dépôts de plaintes pour essayer d'avoir des sous, 20 000 € par-ci, 15 000 € par-là, etc., et voire plus. Et parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été bien pris en charge, soit, alors il y a beaucoup de chirurgiens parce qu'il y a les complications, les machins, les trucs, et puis pas forcément l'issue chirurgicale qu'ils avaient imaginée, mais il n'y a pas que. Et ça peut être nous aussi avec, là, par exemple, pas de ganglion sentinelle, non, on n'injecte pas, on n'injecte pas, ça veut dire pas de chir, ça veut dire le chirurgien, il n'a pas forcément, il faut attendre que, je vous dis, le bêta-CG n'est pas positif parce qu'on est à 4 jours de début du deuxième partie de cycle, sûrement pas, et donc il faut attendre que soit la date théorique des règles, voire si le labo n'est pas très performant le premier jour de retard de règles pour savoir si c'est du larodicotion. Et puis, la perte de temps. Le chirurgien, après, il n'a peut-être plus de la place pour la programmer. Perte de chance. Et sur quelle base alors que vous injectez 3 fois rien, alors qu'on est dans la loi du tout ou rien, et en plus dans une prise en charge oncologique, où elle va avoir de la chimio, ou de toute manière, en début de grossesse et de la chimio, ça c'est incompatible. Ce n'est pas compatible avec un développement normal du fœtus. Donc de toute manière, ça sera l'IVT si y a grossesse avérée. Donc non, arrêtez avec vos trucs et regardez ce que vous entraînez en disant non, je ne ferai pas. Bon, nous on a fait, etc. Mais non, je ne ferai pas, ça va quoi. Là, je pense qu'il y a un problème de connaissance sur le sujet, quoi. Et de savoir comment ça se déroule, comment on situe les 2 fois 60 mégabecquerels qu'on injecte par rapport à une chimiothérapie pendant 6 à 10 cures. Voilà, quoi. Oui, tout à fait. De toute façon, il me semble que dans les examens diagnostiques, sauf gros risque, vraiment un vrai risque avéré de grossesse, il n'y a pas d'indication à faire des bêta-HCG. Non. Sauf pour les trucs bénins qui ne sont pas pressés, qu'on peut reprogrammer, etc. Mais en onco, oui, mais après, pour les angoissés et tout ça, bon, mettons. Ça, c'est mais bon, mettons, ça, il y en a toujours. Hein. Mais en onco, non. Et puis, moi, j'ai déjà eu aussi, mais même des collègues en disant, ouais, nanana, ouais, mais elle va quand même avoir de la radiothérapie gynéco. Hein. Donc, je sais pas, mais bon, entre nous et eux.
c'est pas très grave. Voilà. C'est pas nous les plus toxiques. Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est différent pour la thérapie. Mais bon, on ne fait pas tellement encore de grosses thérapies pour le sein, mais quand le lutécium, je ne sais quoi, sera là, c'est en thérapie, c'est autre chose. Et alors, Alphapi. Ce sera autre chose. Mais là, en diag, on peut faire, quoi. Et savoir au moins discuter, de dire les tenants, les aboutissants et se rappeler les cours. C'est pas parce que c'est passé et fini qu'on oublie, quoi. De toute façon, il faut renouveler les diplômes de radioprotection. Mais Oui, c'est oui, 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 assez oui, c'est important. Ça, c'est important, hein. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui fait visiblement peur. Ouais. C'est fréquent d'avoir du mal à prendre. Alors que bon, quand tout ça vient à mes oreilles, je prends le risque, on switch le nom, on met mon nom, mais à un moment donné, il faut grandir, hein. Donc, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de pas mal de choses. Après, comme les comptes rendus, c'est pas exhaustif, hein, il y a encore plein de choses qu'on aurait pu dire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent apporter des commentaires ou qui ont des questions par rapport à tout ça? J'ai l'impression que ça soulève pas les foules. Il est tard, Ouais. il dort. Bon, on va clôturer la session et puis, mais merci encore, Caroline, De rien. d'avoir accepté de participer à ce topo. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est quand même hyper important. Il y a beaucoup de choses qui sont basiques, mais pourtant qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas réalisées au quotidien. Et donc, c'est important de les rappeler. Ok. Bonne soirée à tout le monde et puis Bonne à soirée. bientôt. Au Au revoir. revoir. Super, merci. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci, mon nom.